Madame, bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Vous êtes sur Equinox Télévision. C'est Droit de réponse, votre magazine qui questionne toutes les semaines le traitement de l'actualité par la presse pour une meilleure compréhension de l'information. Contentieux des listes électorales pour le double scrutin annoncé pour le 30 septembre de cette année au Cameroun a-t-on réuni assez pour ouvrir le procès contre la Cour suprême, Élections Cameroun et même le jeu électoral au Cameroun. Cette semaine, on a remarqué que la presse indépendante n'a pas hésité à peindre les nombreuses incohérences et incongruités qui ont émaillé le contentieux des municipales. Le quotidien La Nouvelle Expression recense au total une dizaine d'irrégularités qui vont de la convocation du corps électoral au contresens de droits qui sont venus trahir, dit-elle, les balbutiements du code électoral camerounais. Autant d'irrégularités accentuent-elles le discrédit dont souffre le processus électoral, procèdent-elles par contre de l'amateurisme ou encore du calcul politique, font-elles partie du dispositif de fraude électorale? La liste du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, pour les municipales dans la commune d'arrondissement de Douala 2e en est-elle une illustration, comme semble le démontrer des journaux qui ont repris en chœur pour la plupart le front anti-RDPC lancé par le mouvement pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Le quotidien Le Messager questionne-t-il à raison ou à tort l'opportunité et même l'efficacité d'une telle dynamique, alliance ou mariage de raison, s'interroge le journal qui émet des réserves quant à l'adhésion formelle des différentes formations politiques citées par le Malidem. Faut-il envisager une distance considérable entre l'annonce et la réalité? Une réserve que le quotidien Mutation applique à la décision de fermer la frontière du Cameroun avec la Centrafrique à l'est du pays, au lendemain de la mort de l'officier de police camerounaise tué par des assaillants centrafricains. Qui a fermé la frontière? Le journal pense que le gouverneur de la région de l'est du Cameroun n'assume qu'une décision prise au niveau central. Cette démarche permet-elle aujourd'hui pour autant de remettre en cause l'engagement et même la responsabilité du régime en place à protéger les populations camerounaise? Madame, monsieur, voilà quelques préoccupations que nous nous proposons de partager avec vous. Et comme d'habitude, avec un panel assez fourni, nous avons donc sur le plateau de droit de réponse cette semaine le docteur Vincent Sosten Fouda. Bonjour. Bonjour Fénélon, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox. Bonjour au panel, je suis heureux de retrouver... Voilà, bonjour à tout le monde. Je dois indiquer que vous avez avec vous plusieurs casquettes, journaliste universitaire, vous êtes un acteur de la scène politique camerounaise. Aujourd'hui, vous militez dans le PURS et on peut retenir de vous, il y a une image qui est collée à votre personnalité, le combat pour, après la disparition du bébé de Vanessa Tchatchou, il faut aussi le rappeler, nous sommes rendus à ce jour à la 2e année après cette disparition. Est-ce qu'aujourd'hui vous considérez que c'est un combat que vous n'avez pas pu gagner? En fait, je n'avais pas engagé ce combat pour le gagner, mais pour sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur un trafic de nourrissons au Cameroun. Nous sommes aujourd'hui rendus à la 2e année. Le peuple camerounais souverain n'a toujours pas rendu à Vanessa son bébé, qui est toujours en vie, qui vit à Oudza, dans une famille, la famille à Tanganandenge, en service à la communauté urbaine de Yaoundé. Cet enfant a été baptisé il y a à peu près 4 mois et qui a reçu le nom de Joséphine Nomo, du nom de la maman de M. Tanganandenge. Maintenant, je voudrais dire quelque chose et rappeler au peuple camerounais que cette affaire est un drame national. C'est un combat national et il faudrait qu'il reste national parce que j'ai regardé tout au long de la semaine qui vient de s'écouler, des manifestations, célébrant le 2e anniversaire, je ne sais pas s'il faut le célébrer, et j'ai assisté à une espèce de bamilékisation de ce combat. Et il faudrait faire très attention avec ce genre de choses. Il faudrait que le peuple camerounais récupère ce combat qui a déchiré toutes les familles camerounaises afin justement d'aider les pouvoirs publics
à restituer à Madame Vanessa Tchatchou son bébé. Dans tous les cas, Vincent Sostem, le FODA, ce n'est pas le sujet à l'ordre du jour, mais on ne pouvait pas ne pas évoquer la question au moment où on commémore la 2e année de la disparition du bébé de Vanessa Tchatchou, et surtout que vous avez été impliqué dans le combat de retrouver cet enfant. Mais votre discours tranche avec celui des pouvoirs publics à l'époque qui ont pu déclarer que le bébé de Vanessa Tchatchou était décédé. Et cela avait été fait à l'époque par la voix du ministre de la Communication. Ici, nous avons Charles Tangana Mangda. Bonjour. Bonjour, Monsieur Mahop, et toutes mes amitiés et mon salut le plus cordial à tout le grand public qui regarde Equinox Télévision cette mi-journée. Décidément, c'est un panel avec des éléments à plusieurs casquettes. Vous êtes journaliste, mais on retient de vous que vous êtes le directeur de l'Observatoire des médias et de l'opinion publique au ministère camerounais de la Communication. Vous êtes également militant du RDPC. Merci d'avoir accepté ce plateau. C'est moi qui vous remercie de l'invitation et j'ai failli dire de l'amitié renouvelée. C'est vrai que je voulais ajouter, si vous voulez, comme un élément additionnel à ce que vous venez d'indiquer, à la suite des allégations de M. Fouda. Je voudrais dire que je ne rentre pas dans ce débat, nous l'avons clos en son temps au niveau médiatique, et la République, le peuple camerounais a clos ce débat parce que, vous savez, les actes de justice, dans les 3 pouvoirs, dans le jeu des pouvoirs, n'est-ce pas, dans une grande république comme la République du Cameroun, vous avez le pouvoir exécutif, vous avez le pouvoir législatif, vous avez le pouvoir judiciaire. Je pense que le judiciaire agissant au nom du peuple camerounais a rendu justement la vérité selon la véracité des faits sur l'affaire Vanessa Tchatchou. Je voudrais personnellement rester conforme à ma culture et à mon éducation pour dire toute mon amitié à la famille Vanessa Tchatchou et à la jeune Vanessa elle-même, et continuer à dire ce que j'avais indiqué en son temps, eh bien qu'on laisse cette jeune femme continuer sa vie sereinement. Voilà, merci Charles Tanganamanda. D'autres acteurs nous accompagnent au cours de cette émission. Anissa Ekane, qui est un acteur de la scène politique camerounaise, c'est une figure de proue du mouvement pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Le Manidem sera avec nous. Suzanne Kalalobe, bonjour et merci. Bonjour Mahopsen, j'espère que vous viendrez à bout de ce plateau. Etienne Kwimba, qui est le président du conseil électoral du SDF pour Douala 2e, est avec nous également. Madame, Monsieur, pour vous rafraîchir la mémoire, vous situez sur le traitement des questions qui font débat sur le plateau droit de reprendre cette semaine. Je vous propose de suivre cette revue de presse que signe Flavien Valondongo. Bonjour. Bonjour Joseph Nelom Absent, bonjour à tous les téléspectateurs. Donc la presse n'est pas restée insensible à l'ambiance qui a entouré donc le contentieux préélectoral des municipales cette semaine qui s'achève. Le journal Le Parcours Réel a parlé par exemple des listes falsifiées du RDPC à Douala 2e et requalifiées donc par la Cour suprême non sans faire allusion au courroux du SDF et de l'UDC dans l'arrondissement de Douala 2e, je l'ai dit. Alors selon le journal, la Cour suprême devrait donc se prononcer sur les recours introduits par le SDF et l'UDC à l'effet d'annuler la liste du RDPC dans cet arrondissement par Denise, qui est donc conduite par Denise Fampou. C'est la liste pour le journal. L'opposition estime que la falsification de la liste a engrangé donc des doublons et bien sûr elle se demande pourquoi la liste du RDPC à Douala 2e a été validée par la Cour suprême. C'est la question. Alors sur la question justement, Mutation a relevé que la bataille s'est poursuivie malgré des arguments et des pièces produites par les plaignants devant la Cour. L'opposition estime que, selon Mutation, que toutes les tracasseries observées au cours du contentieux vont donc se poursuivre durant le scrutin du 30 septembre à venir. Alors, et la nouvelle expression de souligner que les plaintes sont formulées contre la Cour suprême à cause bien sûr des incohérences dans les décisions prises, le rejet en vrac des recours en annulation des listes. Pour Grégoire Wona, par exemple, du RDPC, la justice n'a fait que son travail, contrairement à ce que pense Mbandam du SDF, qui estime que Elekam n'est pas à la hauteur des attentes de la population. Europlus, pour sa part, a relevé que cela a été une épreuve très difficile pour les juges de retracer ou encore de recentrer le débat sur la notion de l'équilibre
l'équilibre sociologique, tout en rappelant que c'est le problème que plusieurs listes ont d'ailleurs connu lors de la composition du dossier. Le Messager fait savoir que l'interprétation de cette loi sur la notion de l'équilibre sociologique a dépassé la Chambre administrative de la Cour suprême. C'est donc l'article 171, alinéa 3 du Code électoral qui a mis à plat la haute juridiction, précise donc le rédacteur de l'article. Autre sujet traité par la presse cette semaine qui s'achève, c'est aussi le cas du Manidem qui se propose d'aller contre le RDPC uniquement, selon Ouest Littoral. Anissé Kane et ses camarades du Manidem, face à la presse, entendent être sans ménagement à l'endroit du parti au pouvoir. Donc, pour le candidat aux législatives à Vaury-Centre, Jean-Michel Nitieux du SIF est mieux que Ngarane Isaac du RDPC, lui qui est dans la politique, dans le parti au pouvoir, pour se cacher contre les casséroles financières et foncière qu'il traîne. Le Manidem dit avoir signé donc dans le cadre d'une stratégie dite arc-en-ciel, signé des accords avec le MRC, le PADEC, le MP et UPC et l'UPC. Donc tout cela s'est fait sous la base du mot d'ordre tout sauf le RDPC, affirme donc le Manidem. Au Ouest Littoral semble dire que ce mariage, Manidem avec certaines formations politiques, est d'occasion. Toujours cette semaine, la presse est largement revenue sur l'assassinat d'un officier de police à Toktoyo par des rebelles Séléka à la frontière Cameroun-Centrafrique. Cameroun Tribune met à la une donc Cameroun, RCA, frontière fermée. Le quotidien gouvernemental dit que la mesure a été prise par le gouverneur de la région de l'Est, Cameroun, suite au meurtre donc d'un officier de police camerounais au poste frontier de Toktoyo. Pour le gouverneur de l'Est, la situation n'est pas si alarmante que ça, mais la vigilance reste des mises. Le Messager ne fait pas la mine, mais fait savoir que la situation reste davantage tendue et que ce cas n'est pas isolé. Des actes du genre avaient déjà été posés à Garoua-Boulaye, à Kenzou et à Gari-Gombo dans les localités frontières. Alors, pour mutation, la frontière reste fermée. Le syndicat des transporteurs camerounais a d'ailleurs écrit au président centrafricain pour annoncer une grève. La presse camerounaise n'a que relevé les faits sans aller au-delà donc pour comprendre l'attitude de l'État face à ces exactions, tout comme le quotidien gouvernemental qui semble utiliser les mots simples pour rendre aussi facile cette situation. Pourtant, il y a eu mort d'homme. Voilà ce que la presse nous réserve ce matin. Merci Flavien Valondongo. Madame, Monsieur, vous comprenez que le processus électoral camerounais a franchi une étape assez décisive. D'ailleurs, nous avons déjà épuisé plus de la moitié du temps imparti entre la convocation du corps électoral et puis le double scrutin annoncé pour le 30 septembre de cette année. Et cette semaine, à l'occasion de la clôture de l'audience contentieuse pour les municipales du 30 septembre qui arrive, la presse a ouvert un procès contre la Cour suprême. La presse a pu relever un certain nombre d'incongruités, d'incohérences et même de violations de la loi. Alors, Suzanne Kalalobe, je commence par vous. Comment est-ce que vous avez apprécié le rôle de la presse en général, le rôle que la presse en général a joué, peut-être la presse indépendante dans la phase contentieuse, surtout lors du contentieux des municipales? Est-ce que le procès que la presse semble ouvrir contre la Cour suprême vous paraît-il fondé? D'abord, la presse privée n'est pas indépendante, elle est privée. Et la manière dont elle approche cette question du contentieux électoral prouve bien qu'elle dépend d'un certain nombre de prises de position éditorialisées. Donc elle n'est pas indépendante. Vous comprenez donc que quand on dit indépendante, c'est par rapport à la presse à capitaux publics? Non, elle n'est pas indépendante. C'est-à-dire quand une presse est indépendante, c'est qu'elle n'est pas aliénée à quelque pouvoir que ce soit. Ce n'est pas juste une question d'argent, c'est une question d'idée. Donc elle n'est pas indépendante. Maintenant, elle est dans son rôle de combattante de la liberté, puisqu'elle s'est substituée aux partis politiques ou bien qu'elle a choisi de laisser les partis marcher sur elle et sur son indépendance. Donc elle n'a pas une distance critique vis-à-vis même des critiques du système. Le fait de critiquer le système, c'est normal qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord avec la façon dont les choses se passent. Mais maintenant, le rôle de la presse, même s'il y a des journalistes militants, ce n'est pas de prendre parti de façon systématique et totale pour
le parti d'opposition. Alors, est-ce que dans les observations que la presse a quand même faites, il y a des choses fondées? Certainement. Tout le monde sait que le processus électoral, la maîtrise de ce processus, la transparence même, et je dirais l'équité dans le processus n'est pas quelque chose de garanti. Est-ce que c'est là-dessus que la presse doit appuyer? Moi, je dis, elle choisit d'être dans le camp de l'opposition, parce que l'opposition a intérêt à montrer toutes ces défaillances. Mais quand elle le fait, elle met aussi l'opposition en difficulté. Parce que si l'opposition passe son temps à dénoncer la falsification, l'absence de transparence, le peuple va lui poser la question de savoir, mais si c'est aussi nul, pourquoi vous y allez? Donc est-ce que la presse rend vraiment service à l'opposition? Est-ce que cette dénonciation va permettre à l'opposition de gagner quelques voix? Je dis non. Est-ce que ce n'est pas vous qui êtes en train de lui assigner ce service à l'opposition? Pourquoi est-ce que vous lancez un pont entre cette presse et l'opposition? Parce que la presse ne relaie que les critiques que l'opposition fait du contentieux. Ce qui est normal, des acteurs viennent lui parler et la presse relaie la position des acteurs. Maintenant, elle pourrait être un peu plus distante parce que je dirais c'est un peu contradictoire. Je ne peux pas aller par exemple aller voter, appeler mes gens à aller voter en disant d'avance que tout le système est pourri. Je les décourage d'avance parce que les gars vont se dire, bon, si c'est aussi pourri, c'est sûr que mon vote ne va pas compter. Donc quelque part, la presse, en restant que sur le côté noir de la chose, n'aide pas l'opposition, au contraire, elle la plombe complètement finalement. Vincent Sossenfouda, sur l'appréciation et traitement de cette actualité par la presse cette semaine. En fait, je me fonde sur un certain nombre de parutions pour battre un peu en brèche ce que dit Suzanne Kalalobé. C'est que quand vous regardez par exemple cette publication de la Nouvelle Expression, vous voyez législative vérité sur le cas Maurice Kamto. C'est des vérités sur le cas Maurice Kamto. Et ensuite, vous avez contentieux des municipales. Les députés du RDPC font le déballage. Bon, là, j'ai l'impression que nous avons vraiment affaire à une presse indépendante qui essaye de relayer les faits. Maurice Kamto étant de l'opposition, là, nous avons une presse qui essaye de nous montrer comment le président du MRC a réussi par la roublardise à faire passer ses listes à ces élections. Et bien effectivement, nous avons aussi, là, toujours dans la presse privée, deux camps qui s'affrontent au sein d'un même parti. Les journalistes n'ont fait que relayer les faits. Maintenant, est-ce que, pour une espèce de convivialité démocratique, la presse devrait faire fi d'un certain nombre de vérités, les vérités qui ont été observées lors de ce prétentieux, de ce contentieux préélectoral? Je ne crois pas. Donc, je pense tout simplement que la presse, que ce soit celle dite du pouvoir, c'est-à-dire à capitaux publics, le Cameroun Tribune, avec cette une que vous voyez, le contentieux est ouvert, que ce soit avec le journal Le Jour, je ne vais pas faire tous, mais ce qui dérange, en fait, là, quand vous avez une comme celle-ci, ce qui dérange, ça laisse tout simplement place à une analyse distanciée du journaliste. Le journaliste ne prend pas position, il essaye tout simplement de montrer, les faits. Voilà, de relater les faits. Et là, je pense que nos journalistes sont aujourd'hui à bonne école, parce que c'est Francis Bébé qui disait toujours ça. Il disait en parlant de la radio que le silence de la radio inquiète dans un pays comme le nôtre, où la radio est ce qui permet à la population de savoir où elle va. Et lui, Paul Ngongo, dans sa thèse, dit ceci en parlant de la presse. La presse s'écoute, elle ne se lit pas, parce que collectivement, les gens se mettent autour d'un journal comme celui-ci, et celui qui a la possibilité, la capacité de lire, lit pour tout le monde, et tout le monde écoute. Donc c'est par là que l'on forme la conscience collective, que l'on forge l'espace public fondé dans notre pays en 1840 avec la fondation de la toute première école à Bimbia. Merci. Charles Atanganamonda, est-ce que ces faits, ou alors ce procès ouvert contre le processus électoral camerounais, montre aujourd'hui que la presse est restée sur les faits? Écoutez, je pense que je vais me mettre entre M. Sossenfouda et Mme Kalalobé. Je vais davantage suivre Mme Kalalobé. Une fois n'est pas coutume. Pas trop sur moi. Une fois n'est pas coutume. Je pense que si vous regardez très bien ce qui s'est passé, je vais donc apporter
si vous en avez convenance, une notion d'analyse sémiotique des médias, n'est-ce pas, sous le prisme de ce contentieux préélectoral tel que la presse, globalement, a bien voulu présenter cette affaire. C'est qu'il y a eu historiquement une prise de position qu'on appelle en sémiotique une construction. La presse a singulièrement construit l'implosion, l'explosion, le catastrophisme du RDPC, parti proche du pouvoir, le parti du président de la République, le président Paul Biya. Va partir au pouvoir. Attendez, je vais dire, monsieur, les autres quand ils parlaient, vous les écoutez, c'est que je vais dire d'une importance absolue. Juste pour comprendre davantage. Et donc, parti proche du pouvoir, parce qu'évidemment, vous savez que au niveau de l'espace politique qui soutient le pouvoir, vous avez la majorité présidentielle. Il faut avoir le respect, quand on est surtout du RDPC comme moi, de faire toujours allusion aux autres. Et donc, le RDPC est un parti proche du pouvoir, dans la mouvance de la majorité présidentielle. Vous avez, je crois que vous en êtes fixé, vous voulez l'indication précise. Et je disais donc qu'il y a eu une construction à l'entrée du processus. Maintenant, nous en sommes arrivés à mi-parcours avant de rentrer au niveau, si vous voulez, des jours électorales elles-mêmes. La presse aujourd'hui, sur le plan sémiotique, est rentrée dans ce qu'on appelle l'inscription. Après avoir construit l'implosion du parti proche du pouvoir qu'est le RDPC, cela n'a pas eu lieu manifestement parce qu'il s'agit là d'une famille politique très structurée. La presse décide maintenant donc d'inscrire ce contentieux préélectoral dans l'ordre de ce qui a essentiellement été mal fait dans l'iniquité, dans l'irrégularité, dans l'illégalité, et j'en passe. Et c'est là que je rejoins Mme Kala-Lobé. Je voudrais me souvenir de Dan Reiter, qui fut un très grand présentateur de journaux de télévision, n'est-ce pas, sur la grande chaîne de télévision américaine, qui disait, mais attendez, la presse doit faire attention. Si davantage, ou si d'aventure, l'opinion publique venait à se demander, mais si la presse ne nous le dit plus bien, entre guillemets, qui devrait nous le dire, eh bien on aura des historiens, des géographes, des littéraires, et que sais-je encore, pour venir nous le dire, disait Dan Reiter. Donc, je voudrais dire que il est important de mon point de vue que tous les éléments soient relayés. Monsieur Fouda reprend les journaux qu'il montre là de manière assez passablement maladroite parce que moi je vais illustrer de la manière la plus simple. Nous avons suivi votre titrail, monsieur Mao. On a suivi votre collègue. Je suis journaliste de formation. Il a ce qu'on appelle le deuxième rôle dans la présentation. Vous savez, quand on présente une émission comme celle-ci, vous avez le premier rôle, lui, il avait le deuxième rôle. Dans vos deux rôles, vous avez préparé la scène. Tout ce qui a été dit n'aura été que contre ce contentieux électoral pris dans les médias. Maintenant, de mémoire, moi, je ne fais pas comme M. Fouda, je ne brandis pas les journaux. Je les lis au quotidien, c'est mon rôle. Figurez-vous, vous avez bien fait d'avoir l'amitié de me présenter dans ma fonction administrative. Tout ce qu'on a dit, c'est ce que la presse a relayé. Vous n'avez pas tout dit, malheureusement. Par exemple, je vais vous dire, j'aurais eu aise si vous avez pu indiquer à l'opinion publique que dans un des grands journaux du pays, n'est-ce pas, M. Grégoire Aouanassi, devant secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, parlant ès-qualité, au nom de ce parti, devant justement le président de la collégialité dans cette chambre administrative de la Cour suprême, eh bien, a donné une déclaration après cela et que M. Mbandam, si devant représentant du SDF, a précisé devant le monde qu'il est finalement satisfait parce que, in fine, je puis me reprendre à dessein ainsi, il n'y a pas deux poids, deux mesures dans ce que cette chambre-là a fait et il a préféré plutôt fustiger les CAM. Parce que quand vous faites la reliance des faits tels que relatés dans les médias, eh bien, vous mettez vous-même les médias aussi en difficulté parce que vous ne relevez pas souvent les faits les plus palpables. Donc, si je puis chuter, amorcer au moins la fin de l'élaboration de mon analyse, je voudrais dire que je suis de ceux qui, si vous voulez, je soutiens beaucoup la presse. Là, je salue tous les professionnels qui, au quotidien, donnent de leur vie pour apporter l'information au grand public. Mais je souhaiterais, justement, quand il est question de relayer une affaire aussi importante pour la communauté nationale, eh bien, effectivement, qu'on reste professionnel, parce que, comme l'a dit Mme Kala-Lobé, c'est pas toujours qu'il me vient de la citer. Je n'arrive pas à comprendre ce que la presse a mal dit, dans ce qu'elle a dit. Alors, ce que vous avez intérêt finalement à comprendre, M. Marob, vous qui nous avez invités à ce plateau, c'est que tout au long des 2 dernières semaines, et singulièrement la dernière semaine... Parce que vous utilisez une rhétorique très dansante. La presse, si vous suivez très bien tout ce qui a été dit, et par vous-même, tel que la presse l'a dit, essentiellement montre que le parti proche du pouvoir, le RDPC, est privilégié, qu'il n'y a pas eu équité, qu'il n'y a pas eu ici. Et nous trouvons que c'est une manière très restrictive de rendre cette information. Et il faudrait que vous en arriviez à avoir convenance qu'il y a quand même un souci. Parce que finalement, ce n'est pas ça qui s'est passé.
Et comme la presse a un rôle important dans la reliance sociétale, dans sa mission d'information, parce que à cette mission d'information, je termine, je voulais chuter aussi, c'est monsieur Fouda, c'est monsieur Fouda en inconvenance, je sais qu'en fait il est toujours chagriné et quand on bat en brèche tout ce qu'il a raconté. Donc je veux dire que de mon point de vue, je souhaiterais franchement que les faits, seuls les faits l'emportent, parce que les faits sont sacrés. Et donc, dans cette affaire, moi je me suis rendu compte que on peut reprocher tout ce qu'on veut à la Chambre administrative de la Cour suprême. Elle-même, elle a eu mal à partie dans certains éléments, mais elle a tenu et veillé à rester neutre dans cette histoire. C'est le plus important. Et je relaie là l'information d'un pur opposant comme M. Mbandam du SDF. On le verra tout à l'heure. Vous savez, on est toujours responsable de l'époque dans laquelle on vit. Et l'une des missions qui est la nôtre est d'édifier l'opinion publique. Alors, si nous prenons le contentieux préélectoral concernant les législatives, nous avons eu une multitude d'incongruités de ceux-là même qui sont les gardiens de l'orthodoxie du droit dans notre pays. C'est-à-dire Monsieur le Premier Président et sa collégialité. Si vous prenez le contentieux préélectoral des municipales, là c'est même du grand catastrophisme. Permettez, parce que j'ai été mandaté par le PURS pour assister au déroulement de toute cette comédie. Donc le PURS c'est un parti politique de l'opposition. Oui, donc de toute cette comédie politique, parce que ce n'était plus une comédie judiciaire. Permettez, Douala 5, Monsieur Clément Atangana, magistrat hors hiérarchie, accepte que concourt à cette élection une sénatrice élue. Et il nous affirme que une fois élue, elle aura le choix. Alors que le parti au pouvoir, pas le parti proche du pouvoir, mais le parti au pouvoir, puisque le président de la République est président de ce parti-là, le parti au pouvoir a fait élire cette femme-là comme sénatrice et permettait à refuser la candidature de Cavaillé Djibril, qui voulait aussi concourir au Sénat. Donc là, quand vous parlez de 2 poids, 2 mesures, on a un sous-préfet sur cette liste-là qui a 2 mois de retraite. Puis, M. Grégoire Owona, ex-qualité, pour citer Charles Atangamanda, ex-qualité secrétaire général adjoint du RDPC, vient nous dire qu'après les élections, eh bien oui, monsieur le sous-préfet aura atteint 6 mois de retraite. Ça, ce sont des incongruités. Et puis, permettez, et moi j'ai apporté des photos parce que j'aime faire ça. Vous savez, ces joujoux-là sont très intéressants. Et c'est déjà en libre circulation sur le net. Pendant près de 4 heures de temps, la collégialité a été incomplète. Et incomplète, c'est-à-dire qu'un des juges s'est retiré pendant près de 4 heures de temps. Mais M. Clément Atangana a continué à rendre des jugements qui, en droit, moi je ne suis pas juriste, mais j'ai quand même de temps en temps accompagné les gens qui allaient là-bas, permettez que je chute par là, a continué à rendre des jugements qui, en droit, ne devraient s'appliquer ni aux partis politiques, ni aux hommes qui étaient là. Donc voilà en réalité, nous n'avons même pas respecté ce que l'on peut appeler la convivialité démocratique qui voudrait que l'on puisse rassembler des Camerounais, favoriser qu'ils aillent en élection, et tout à l'heure nous aborderons un des casse-têtes chinois de cette affaire. Donc avec vous on retient que le procès ouvert par la presse contre Elecam, la Cour suprême et même tout le jeu électoral camerounais est fondé. Étienne Kwimba, bonjour et merci. Il est fondé du point de vue de l'opposition. Merci de nous retrouver sur le plateau. Vous êtes, il faut le rappeler parce que je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, le président du conseil électoral du SDF, de la circonscription électorale de Douala 2e, pour les listes municipales Douala 2e qui étaient très attendues, surtout avec le recours introduit par le SDF. Ce que la presse a rapporté après cette phase contentieuse, est-ce que vous vous retrouvez? Nullement pas. Je dirais que j'ai suivi ce jugement de bout en comble, c'est-à-dire du premier jour jusqu'à vendredi, le jour où cela-ci prenait fin. Ce que je puis dire, c'est que c'est
lamentable. Nous avons encore une fois raté, n'est-ce pas, l'histoire. Parce que chaque raté, n'est-ce pas, c'est un recul. Pour ne pas contredire, à l'époque, le SDF a introduit un recours, c'était pourquoi? Pour l'annulation de la liste du RDPC. Et pourquoi? Parce que pourquoi cette liste était incomplète. Oui, cette liste était incomplète du vu de l'article 184 du Code électoral. La liste du RDPC était incomplète. Elle avait 40 personnes au lieu de 41. Alors, est-ce que le recours que le SDF a introduit pour annuler la liste du RDPC, est-ce que ce recours a prospéré? Le recours n'a malheureusement Quel est l'argument que le juge vous a opposé? Monsieur Fenelon, je veux dire que je ne saurais vraiment expliquer quoi que ce soit, mais il se trouve tout simplement qu'à la fin, le juge a déclaré notre recours infondé ou injustifié, et par conséquent, le recours est rejeté. Voilà la conclusion. Et vous avez estimé que c'est une violation de la loi du Code Non seulement c'est une violation de la loi, je pourrais en quelques minutes vous faire le film ne fût-ce que de ce recours de la deuxième. Alors, on lit la requête qui est jugée recevable, la réponse du RDPC et ensuite la conclusion qui donne la requête fondée, justifiée et recevable, fondée et justifiée. Maintenant, c'est le secrétaire général du RDPC, en l'occurrence Grégoire Onana, si devant ministre, Grégoire Onana, autant pour moi, si devant ministre, qui a fait 4 jours à la cour parce que le RDP seul avait 109 recours contre elle et aucune n'a prospéré. Le RDP seul avait 109 recours contre lui et aucun n'a prospéré. Donc je dis que pour le cas de Douala II, c'était un scandale parce qu'à la fin de l'audience, les gens qui étaient là avaient quelque peu pitié de nous, de voir comment on viole la loi parce que 184, il n'y a pas qui dispose que est irrecevable. Est irrecevable, toute liste incomplète. Et ça a été démontré que la liste a été incomplète. Et alors, c'est que le ELECAM dit avoir fait correction de cette liste et a introduit dans les grèves de la Cour. Malheureusement, la Cour n'a pas ce rectificatif. Et on renvoie, ce qui était quand même paradoxal, on renvoie le jugement au jour suivant pour apporter ces preuves. Malheureusement, ces preuves n'étaient pas. Et qu'est-ce que nous constatons? C'est le RDPC qui nous apporte une photocopie d'une liste qui encore n'est pas celle présentée par ELECAM, parce que dans cette liste, il y avait le nom Querelais, le nom Lima Joseph qui était dans la liste Querelais. Je vais laisser moi terminer, monsieur le Maro. Allons-y rapidement. La liste, peut-être pour rattraper la liste Querelais, donc, le nom Querelais, celui de Lima Joseph, était en 6e et en 8e position. Mais dans la liste, dans la photocopie qu'on nous apporte, on revoit le même nom en 7e position. J'ai demandé que la Cour nous explique comment on devait corriger un nom et que ce nom se retrouve, au lieu que ça retrouve en 6e ou en 8e position, le même nom se retrouve en 7e. D'ailleurs, la liste était complètement modifiée. Moi, je ne comprends pas. Donc, je peux dire jusqu'aujourd'hui que nous ne connaissons pas la liste du RDPC qui va compétir dans la deuxième. Suzanne Kalalobé. Oui, je voudrais revenir sur le fond, c'est-à-dire le traitement de l'actualité par la presse. Et dire que quand j'entends tout ce qui se dit, non pas que ce qui se dit, les acteurs qui le disent n'ont pas raison de le dire, mais la question c'est, est-ce que c'est central dans le traitement de l'information politique par rapport à un processus électoral? Les acteurs partisans ont le droit absolu de dénoncer, de crier, de dire tout ce qu'ils veulent, que ça soit vrai ou faux. La presse doit le relayer, mais pas seulement cela. Pourquoi? Et donc la question se pose après, c'est quelle est l'opportunité politique pour l'opposition de passer son temps, je parle maintenant de la communication de l'opposition, de passer son temps à démontrer que le système est pourri alors qu'elle est inscrite dans ce système pour que les gens aillent voter. Et cette question, la presse peut justement, contrairement à ce que dit Sostène, si elle prend une distance par rapport aux faits et aux positions des acteurs, la presse peut la suggérer en ouvrant des pistes dans le traitement, c'est-à-dire en élargissant son traitement. Tout à l'heure, Sostène a lu juste les titres, les unes, et tout le monde sait ce que sont les unes. Ce que je suis en train de dire, encore une fois, je distingue le rôle des acteurs politiques qui sont partisans et le rôle de la presse dont vous dites qu'elle doit être indépendante. Si elle est indépendante, elle doit avoir le souci, je dirais, de l'équilibre.
Elle doit avoir le souci de la mise en perspective. Elle doit avoir le souci de la prospective. Or, quand on lit tout ce que l'on a lu, sans doute, ce qui est dit est vrai du point de vue des acteurs, mais ce n'est pas forcément vrai du point de vue du système dans l'ensemble. Moi, je c'est ça que je veux dire. dire. En quoi consisterait donc cet équilibre que vous évoquez pour la presse en voulant rendre une information selon laquelle l'article 184 qui dispose clairement qu'est irrecevable toute liste qui est incomplète, en quoi consisterait cet équilibre? Comment est-ce que la presse rendrait une information comme celle-là? On est dans un processus, et dans ce processus, il y a tout un millier d'informations. La seule chose qui s'est passée pendant cela, ce n'est pas que des listes à rejeter, puisqu'il y a eu des listes qui ont été retenues. Donc, dans la masse de la production d'informations, il y a un sens qui est prioritaire ou non. La presse choisit celui que les acteurs qui sont contre le système choisissent. Et elles le choisissent de façon parcellaire. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre que c'est juste une illustration? Non, ce n'est pas qu'une l'illustration du dysfonctionnement. Donc ça veut dire que la presse s'aligne sur le constat de dysfonctionnement de l'opposition. Et j'irai plus loin, je dis que, encore une fois, cette polarisation, et là c'est une question je dirais, de construction symbolique de la communication politique, cette polarisation sur les irrégularités du système peut amener les lecteurs à se dire, puisque c'est aussi, c'est-à-dire l'opposition veut décrédibiliser un système dans lequel elle est engagée. La presse relaie l'opposition, mais si la presse le fait, les électeurs vont se dire « je ne vais pas me lever sous la pluie pour aller voter alors que les jeux sont pipés d'avance ». Voilà le discours actuel de l'opposition. Oui, justement, je crois que si nous n'avions pas introduit un recours à la Chambre nationale de la Cour suprême, on n'aurait pas su qu'il y a eu des rapages. Si nous n'allons pas à ces élections, comme le préconise Suzanne, on ne saura pas. Donc nous dénonçons, mais toutefois, nous sommes obligés d'aller pour prendre, nous sommes à l'intérieur pour prendre l'opinion à témoin, parce que si on n'y va pas, vous ne pouvez pas dire que quelqu'un est un voleur quand vous ne l'avez pas vu. C'est juste des candidatures de témoignages et vous ne comptez pas gagner, si j'ai bien compris. Vous ne comptez donc pas gagner, c'est des candidatures de témoignages. Qu'importe, l'essentiel. Non, madame, comprenez, l'essentiel. Non, je voudrais vous dire que mais pourquoi vous le combat, c'est de s'être bien battu. Vous n'avez pas la C'est de bien se battre. C'est de bien se battre. Qu'importe si on perd. Si on se bat bien et qu'on est perdu, oui. Si on s'est bien battu, on le perd. Injustement, je crois que l'opinion sera témoin. D'accord. Candidature de témoignage. Je pense que vous savez, toutes choses restant égales par ailleurs, il y a quand même une analyse sérieuse qu'il faut apporter à cette affaire. C'est que le contentieux préélectoral, vous savez, répond à une discipline fort particulière. Et le rendu qui est fait dans les médias, oui, est un rendu partiel et parcellaire, restrictif, sur le point de vue, justement, si vous voulez, j'ai envie de dire, de par le référentiel du pouvoir judiciaire. Parce que, vous savez, la Chambre administrative de la Cour suprême, qui agit elle-même, est qualité aussi en tant que conseil constitutionnel. Donc, c'est la haute chambre. Je lis, moi je voudrais prendre cela comme, si vous voulez, on appelait ça quand nous étions à l'école de journalisme un peu là, les titres fantaisistes, ça existe dans le métier. Par exemple, procès contre la Cour suprême. Bon, écoutez, pour moi, c'est simplement journalistique et ça ne renvoie à aucun acte politique. Je voudrais que l'opinion publique en soit complètement fixée et édifiée là-dessus. Pour dire que les magistrats, écoutez, moi je suis un républicain, un citoyen d'un grand pays, je crois à la force du pouvoir judiciaire. On dit le droit, c'est leur devoir. J'ai même envie de dire leur obligation. Je vais faire un jeu de mots. Ils ont dit le droit, c'est leur droit, messieurs. Et donc, à partir de là, la presse, me semble-t-il, a l'obligation d'abord de rester sur ce fil conducteur qui veut qu'aujourd'hui, cette haute chambre de la Cour suprême a rendu le droit. Et justement, ça fait sourire un peu. Parce qu'il y a d'autres situations qu'on a vues. Par exemple, les passes d'armes entre un parti qu'on appelle l'UDC et un autre parti qu'on appelle le SDF. Personne ne le relaie de manière à ce que les Camerounais aussi en soient suffisamment informés. Monsieur, vous êtes du SDF, vous savez bel et bien que l'UDC n'arrête pas de s'énerver, de se fâcher de ce que le SDF
c'est aussi son droit légitimement sur le plan politique, aurait demandé justement à la Cour suprême de suspendre la liste de l'UDC dans un coin du pays qu'on appelle le Noun. Donc, personne n'en fait grand bruit. Or, j'ai envie de dire, si, un journaliste politique doit sentir ce genre de situation. Donc, globalement, oui, la presse est dans un rôle, je termine par là, dans un rôle qui fait que notre souhait que chacun reste dans sa discipline, vous savez, le champ politique, quand vous faites la reliance des faits sociopolitiques, c'est une discipline tout à fait spécifique. Et il faut tout faire pour montrer sa neutralité dans la présentation des faits, dans la présentation des opinions et des points de vue des acteurs du champ politique. Vincent Sosen-Fouda. Oui, je voudrais dire à Suzanne Kalalobé et puis à Charles Atanamanda que vraiment pour les lâches, la liberté est toujours assez extrémiste. Parce que là, vous avez par exemple un rendu de l'ECAM qui disqualifie la liste du PURS dans la Mofu Akona. Et vous avez là un récépissé de réception de dossiers. Je montre ça à l'opinion publique de notre pays. On dit ici que nombre de candidatures, donc c'est un siège, et on dit que le nombre de pièces devant accompagner un dossier, c'est 12. Nombre de pièces reçues, 13. Et l'ECAM s'exprime en disant dossier incomplet. C'est-à-dire, vous comprenez que là, en fait, c'est du vaudou politique confirmé par les gardiens de l'autopsie. Mais le juge a démontré que les antennes ne sont pas juges de la recevabilité des listes. Mais non, c'est-à-dire que là, ce n'est même pas l'antenne, c'est déposé directement au siège de l'ECAM. Et l'ECAM, par sa plus belle plume, dit que pour être candidat à l'élection législative, il faut déposer 12 pièces comptables. Et on dit que la Mofu Akona, le PURS dans la Mofu Akona, en a déposé 13. Puis, par la suite, l'ECAM renvoie le document en énumérant au moins 6 pièces qui ne figuraient pas dans le dossier. Puis, quand la Cour constitutionnelle se rend compte de l'incongruité, décide d'en inventer d'autres. Il se trouve tout simplement que Alexis Dipanda Mouele, depuis le décès de Marcel Nguini, il n'y a pas eu de jurisprudence à la Cour suprême. Je le dis parce que je le sais. Je le sais de l'intérieur. Depuis le décès de Marcel Nguini, voilà en réalité des gens qui sont contre le progrès de notre pays. Et il est normal que la presse relaie ce type d'informations. Alors, on peut raconter tout ce que l'on veut. On peut venir ici, mais je dis, Charles Atangamanda, il sait lui-même ce votre discours n'est pas excessif. Non, vous savez, quand on revendique les droits les plus élémentaires, alors effectivement, quand on croise les bras, on est excessif pour celui on va quand même lui dire un petit mot. Non, permettez, parce que je ne vous interromps pas quand vous avez la parole. Donc, permettez tout simplement que l'on sache que ce qui se passe au Cameroun à l'heure actuelle, c'est qu'il y a un couple incestueux composé de 3 personnes, à savoir l'ECAM, RDPC et Cour constitutionnelle. Permettez d'ailleurs que j'achève par là. Je voudrais juste... Je vous en prie, permettez quand même que je chute par là. On parle de chambre administrative de la Cour suprême. Mais de quoi parlons-nous? Depuis le 1er août 2013, il y a 10 chambres administratives qui sont fonctionnelles, qui étaient prêts, qui ont accueilli des dossiers de candidature. Comment se fait-il que monsieur Clément Atangana ait rassemblé près de 270 recours à Yaoundé et à les avoir évacués en 2 jours. Si vous regardez, nous avons 36... Je vous en prie, on n'a pas toute une éternité avec nous, il va falloir épuiser tous les sujets. Toutes les erreurs qui sont évoquées, la presse est revenue là-dessus. Le quotidien, la Nouvelle Expression, a recensé une dizaine d'irrégularités. S'il faut considérer aujourd'hui cela comme des erreurs, est-ce qu'on ne peut pas dire, Etienne Kwimba, que c'est les erreurs qu'on met sous la coupole de la collégialité pour ce qui est des municipales, du contentieux des municipales? Est-ce que ce n'est pas le résultat des balbutiements du code électoral
qui est applicable au Cameroun en ce moment? Oui, on va dire que d'abord ce code est, si on l'accepte, on adhère pas. Ça veut dire qu'on accepte malgré soi. Le code, il n'est pas bon. Vous comprenez qu'il y avait 207 000 documents de 787 candidatures qui représentent 23 000 dossiers de 9 pièces chacun à examiner. En une seconde. En une en 6 seconde. jours par les Cameroun. Voilà, Oui, les incongruités. c'est Mais clair. quelle est l'efficacité de cette Mais la curiosité C'est ça, la qui s'y question. retrouve, c'est que C'est ça, ma on a trouvé, c'est pas moi, des incompatibilités, des dossiers incomplets dans les autres partis. On a trouvé que tous les partis ont mal fait, excepté le RDPC. Et malheureusement, c'est une cabale contre l'opposition, attendez, je vais vous c'est dire, ce c'est que pas vous une voulez cabale. Mais curieusement, il y a eu 109 recours contre le RDPC auxquels aucun seul n'a prospéré. Par contre, donc, nous comprenons qu'il y a quand même une complicité entre les CAM, le RDPC et... Dans l'inceste que Vincent Sosthène Fouda a établi. C'est clair, c'est clair à mon avis. Oui, je voudrais m'adresser à Monsieur Vincent. Kwimba. Et puis, bon, je crois que dans le combat politique, c'est un peu comme la religion. Les gens ont des convictions. Quand Sosthène Fouda parle, ce qu'il dit, il est sûr que c'est ça la vérité. Quand vous parlez, ce que vous dites, vous êtes sûr que c'est ça la vérité. Si on a inventé, en quelque sorte, la presse, c'est justement pour qu'elle sorte de ces querelles de clochers partisanes qu'est le combat sur l'espace politique. Et si je reviens encore sur le fond, la question qui avait été posée, c'est quel est le rôle de la presse dans tout ça? Est-ce qu'elle joue son rôle comme il le faut? Moi, je dis non. Elle ne laisse pas la place, justement, à l'intelligence critique citoyenne. Elle enferme le citoyen dans ou tu choisis le RDPC ou tu le combats. Et je dis, ce n'est pas la seule chose qu'elle a à dire. Moi, je dis, je comprends Sosthène, c'est normal. Il a créé un parti, il veut prendre le pouvoir. C'est normal que tout ce que fait son adversaire, il le critique. Et c'est normal, Mahop Sen, que l'on critique un processus, s'il n'est pas complet, s'il n'est pas bon. Mais encore une fois, est-ce cela le seul rôle de la presse? Est-ce que la presse doit s'arrêter à une fonction tribunicienne? Je n'en sais rien parce que je n'ai pas vérifié, je n'ai pas fini. Et maintenant, maintenant, je sors du rôle de la presse. Je me pose la question sur l'efficacité politique du discours aujourd'hui des opposants. C'est-à-dire leur posture essentiellement tribunicienne. Est-ce que ça va payer? Quand j'entends un responsable du SDF me dire que peu importe si l'on perd, du moment qu'on s'est bien battu, alors je vais m'appesantir sur est-ce que vous vous battez bien en passant votre temps à pinailler, chipoter à longueur d'antenne sur ces irrégularités sans qu'on ne sache, au fond, quel est le contenu de votre combat et qu'est-ce qui vous amène à aller aux élections? Comment, sur quelle base vous allez vouloir gagner? Sur quel discours vous allez rallier vos électeurs? C'est pas ça le débat politique. C'est aussi ça le débat politique. C'est le débat de fond. Nous ne sommes pas ici en campagne électorale. C'est pas ça le débat politique. On est sur le débat. Il y a des incongruités qui ont été rapportées par des acteurs politiques et rendues par la presse. Excusez-moi, dès qu'on est sur le champ public et que le discours est politique, chaque acte politique qu'on pose s'inscrit sur la durée. Par conséquent, il ne faut pas attendre juste la campagne officielle pour se présenter à l'électorat. Parce que cette manière de se présenter construit une image de ces partis-là. Et les 15 jours de campagne ne suffiront jamais à le déconstruire. Voilà, je vais quand même dire un mot. Alors... Non, je vous en prie, Charles Tangana Manda. Je voudrais dire que la presse, si la presse avait dit le mensonge, je crois qu'il aurait été convenable que Suzanne relève que voilà une incongruité de la presse, par exemple. Ici, maintenant, quand je dis on va se battre, l'essentiel c'est de bien se battre. Nous allons nous battre tous les mois, je le redis, et quand on se bat bien, on va gagner. Donc, ceci n'est pas un découragement, il faut prendre l'opinion à témoin. Comprendre que, regardez, nous allons à armes illégales. Ceux-ci sont favorisés, mais vous qui êtes le peuple... Pardon, excusez-moi. Donc, nous sommes déjà favorisés sur du papier, et bien que ça... Vous pensez que le jeu est déséquilibré? Le jeu est déséquilibré. Non, donc les dés sont pipés. Les dés sont pipés. Alors autant ne pas aller... Bien évidemment que les dés sont pipés. Je vous en prie, Suzanne Kalalobe, je vous en prie. Charles Tangana Manda a la parole. Écoutez, je remercie. Si je peux enfin dire un mot, ce que je pense, c'est que nous traitons là d'un sujet très sérieux entre la presse qui a un certain nombre de fonctions. Une fonction, si vous voulez, d'information, une fonction de formation,
Vous voyez? Et entre les deux fonctions, il y a vraiment un problème. Entre les deux missions de la presse, sur le champ politique singulièrement. Je voudrais dire, quand nous écoutons M. Fouda, qui déclame de manière un peu comme dans les églises des réveils, inceste les caméras DPC et tout ce qu'on veut, je voudrais respecter, comme toujours, c'est une éducation et une hygiène de vie. Le public qui nous regarde et nous écoute. Pour dire que ce genre de discours ne devrait jamais être retenu. Parce qu'au Cameroun, ce qui se passe est loin justement de l'imagination incroyablement fertile de M. Fouda. Vous savez, et vous voulez prendre à rebrousse-poil Mme Kala qui dit ce qui est. Au niveau justement du décryptage de l'action politique, M. Mahobsen, vous vous rendez bien compte qu'il y a deux légitimités qu'il faille avoir aujourd'hui. J'aime toujours revenir là-dessus. Il y a la légitimité élective et la légitimité médiatique. J'appartiens à un grand parti politique qui veille à associer les deux légitimités avec un fond, un parti qui est représenté sur toute l'étendue de la République. Mais M. Fouda, vous faites allusion au PURS, le parti auquel vous appartenez, avec naturellement, vous le savez très bien, toutes les contradictions, les polémiques qu'il y a autour de votre présence à la tête ou à la queue du dit parti. Ce n'est pas notre problème, nous autres. Mais je vais vous dire, vous faites allusion à la Mofoyakono. Mais vous avez l'élégance de le dire devant moi, moi qui suis un digne fils de ce département et une notabilité traditionnelle et même, non, et même écoutez, politique. Je ne peux d'ailleurs pas vous non, laissez-moi terminer de dire. Vous n'avez jamais été installé. Vous n'avez jamais été installé. Vous n'avez jamais j'ai la parole. Vous n'avez jamais été. Fouda, j'ai la parole. Vous n'êtes aucune notabilité. Faites votre vous travail. n'êtes pas une notabilité de la Mofoua. Vous n'êtes pas majesté. Monsieur Fouda. Vous n'êtes pas majesté. Qui vous a installé? Qui vous a imposé? Monsieur Fouda. Vincent Sosen Fouda. Je vous en prie, vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Gardez votre. Monsieur Vincent Sosen Fouda. Vous n'êtes pas une notabilité. Je vous en prie, Vincent Sosen Fouda. Là que vous n'êtes pas une notabilité. Vincent Sosen vous n'avez jamais été installé. Puisque moi j'ai été là. Monsieur Vincent Sosen Fouda. Installé. Vous n'avez jamais été Sosen installé. Fouda. C'est ça qui est vrai. Vous piétinez votre temps de parole. Vous aurez la parole tout à l'heure. Gardez votre mal en patience. Merci pour le carton orange. Monsieur Fouda, pour votre bonne information, je suis chef traditionnel non, troisième degré jamais été avec ses actes administratifs officiels. Non, je vous en prie. Vincent Sosen Fouda. Ce qui fait de vous un chef, c'est quand on vous installe. Alors, monsieur Fouda, c'est pas... Tout simplement. Voilà. Attendez, vous avez... ne l'êtes pas. Monsieur Fouda, vous ne l'êtes pas. Monsieur Fouda, vous êtes rien du tout. Vous n'êtes pas de ma communauté. Vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas chef traditionnel. Monsieur Fouda, je convoque pas tout simplement. Je convoque entre vous un peu de courtoisie, sinon on va passer les points sur le sujet. Alors, monsieur Fouda, vous ne m'empêcherez, il ne m'empêchera pas de dire au monde entier ce que je vais dire. Allons-y. Votre parti, le PURS, ne représente rien, mais alors strictement rien dans la Mofoyakono. Et donc, ni le RDPC, ni qui que ce soit n'aurait eu intérêt de quelque nature que ce soit à vous empêcher de conduire une liste dans la Mofoyakono. Je vous rappelle que je parle, moi, d'autorité et escalité. Vous faites de l'imposture. Je suis candidat réinvesti comme conseiller municipal dans la commune de Ngoumou. Je suis natif de la Mofoyakono. Je suis chef traditionnel 3e degré. Votre imposture ne passera pas. Je ne peux pas vous laisser prospérer de plateau en plateau dans l'imposture. Donc, je conclus, monsieur Fouda. Vous levez le ton, tout le monde peut le lever, cher monsieur. Parce que vous voulez justement brouiller le message. Vous m'avez vu venir, vous voulez m'étouffer. Je suis chef traditionnel 3e degré établi. Allez voir le préfet de la Mofoyakono. Mes populations. C'est important. C'est bon de voilà, vous avez fait la précision. C'est bon d'évacuer cela parce qu'il y a trop d'imposteurs qui écument vos plateaux de télévision et qui disent des contre-vérités. Dès que j'ai restauré la vérité, je vais dire à M. Fouda, mais M. Fouda, libre à vous de venir dans la Mofoyakono. Vous n'y existez pas. Mais vous n'avez aucun militant de la Mofoyakono qui vous aurait même voté. Vous voulez empêcher Mme Kalalobe de dire quelle est finalement l'efficacité de votre discours essentiellement basé sous un prisme déformant sur tous les événements de la vie publique. Ce n'est pas cela faire de la politique, ce n'est pas cela être dans une formation politique. Je respecte les grands hommes politiques de ces pays qui sont au SDF, qui sont au Manedem, comme M. Kananissé et les autres. Mais je vais vous dire, moi je ne vais pas perdre mon temps à discuter avec un monsieur qui fait de la politique virtuelle. Voilà ce que vous êtes, M. Fouda. Ok. Maintenant que M. Charles Atanamanda a fini de faire ce qu'il fait, à savoir ce que le RDPC apprend à ses militants à faire, c'est-à-dire exactement ça, l'imposture tout le temps, vous n'êtes pas autorité traditionnelle dans la Mofoyakono. Et pour figurer sur cette liste-là, il a fallu que M. Basile Atanganakuna, ministre des Mines, aille faire, ministre de l'eau et de l'énergie, aille faire du forcing. Et c'est ça qui vous a remis en scène. Et vous savez que dans votre propre village,
toute la communauté, y compris les bébés, ont signé une pétition pour ne pas vous voir figurer dans quel pays? Cela étant dit, on revient au sujet. Revenons au sujet. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est dans un jeu où les dés sont pipés à l'avance? Ça, c'est la dernière préoccupation. Est-ce que vous voulez bien répondre à cette question pour passer les points sur le sujet? Nous courons dans le sac. Nous allons à une non-élection. Parce que vous ne pouvez pas avoir un contentieux préélectoral qui agit comme un contentieux post-électoral. Je vous ai cité, j'ai dit que comment se fait-il que dans un pays comme celui-ci, avec les juristes chevronnés que nous avons, nous ayons à évacuer un contentieux préélectoral alors que nous avons là 2 ou 3 personnes qui figurent sur les listes du RDPC et on nous dit attendez d'abord que ces personnes-là soient élues. On parle de quelle jurisprudence? Il aurait fallu avoir la jurisprudence Kavaïege Djibril, à qui l'on a refusé de se présenter au sénatorial. Et on devait interdire aux militants du RDPC sénateurs de se présenter à Douala 5e. Et je dis que le PURS va à cette élection. Dans le Vouri, nous avons une liste qui est sûr de passer. Nous avons dans Douala 4e, nous avons des gens qui travaillent. Voilà, alors, nous y reviendrons en période de campagne électorale. Merci Vincent Sosten Fouda. Chala Tanganamanda a indiqué la présence avec nous, Anissé Ekane qui vient de nous retrouver. C'est une figure de proue, on le disait tout à l'heure, du mouvement pour la nouvelle indépendance et la démocratie, et le Manidem. Bonjour et merci de nous retrouver à ce plateau. Front anti-RDPC, ça c'est la seconde escale, la deuxième escale de cette émission. Dynamique arc-en-ciel, plateforme de l'opposition alliance entre le Manidem, le SIF, l'UDC, l'UPC et le PADEC. De toutes ces expressions sur lesquelles la presse est revenue cette semaine, quelle est celle qui sied à votre initiative? Merci de m'avoir invité, mais je vais m'étrangler si je ne dis pas un mot sur ce que j'ai entendu. Je vais m'étrangler. Je plains Suzanne Kalaloubé. Vraiment. Exceptionnellement, non, ce n'est pas sérieux. De quel droit peut-elle imaginer que c'était qu'il y a de la distance par rapport aux événements et que les journalistes de la presse indépendante et de l'opposition n'ont pas de la distance? C'est vrai, il y a quand même des choses qui sont vraies. Tout n'est pas faux dans ce pays. Il y a des gens qui disent la vérité, d'autres qui racontent des histoires au Cameroun depuis plus de 30 ans. Donc, pourquoi venir sur un plateau dire que la presse n'a pas du recul? La presse fustige les responsables de l'opposition. Quand elle le fait, elle n'a pas de recul. Voilà. Moi, je vous plains beaucoup. Je plains mandat d'être obligé de défendre l'indéfendable. Je vous plains. La Cour suprême a le devoir de faire de la jurisprudence. Je vous donne un exemple, et ça nous concerne. Et elle fait de la jurisprudence. Non, justement, parce que Dipana Mouele, à un moment donné, s'est dit, bon, nous, on ne peut rien, le code électoral ne l'a pas prévu. Mais non, quand la loi est floue, le magistrat tranche. Il fait de la jurisprudence. Il interprète, voilà. Les certificats de non-imposition ne figuraient pas, ne figuraient pas dans la loi avant 2011. Pour vous éviter le suicide. Oui, non. C'était juste pour vous éviter le suicide. Mais je les plains beaucoup. Ne vous étranglez pas. Allons-y maintenant. Pauvre Anissé Ekane qui allait... Non, je vous plains. Il a failli avoir une attaque, une apoplexie. Mais nous aussi, on vous plaint. On est ensemble à se plaindre. Quelle est celle qui sied le plus à votre initiative? Vous savez, les acteurs fondamentaux du changement, ce sont les Camerounais, ce ne sont pas les dirigeants des partis politiques. Cet appel est un appel aux Camerounais, essentiellement. Et cette alliance, c'est une alliance informelle, mais en réalité, qui est une alliance fondamentale par rapport au combat que nous menons. Nous voulons l'alternance au pays. Et quel est le responsable de la non-alternance? C'est le RDPC. Ça coule de source. Nous demandons aux Camerounais de sanctionner le responsable de la non-alternance, des problèmes socio-économiques, de la misère, de la pauvreté. Il ne faut pas pour cela aller dans un congrès, signer des accords avec les hiérarchies des partis. Et c'est les Camerounais qui sanctionneront ou pas la validité de ce mot d'ordre. On verra au soir du 30 septembre quel a été l'effet de ce mot d'ordre. Et ça me permet justement de répondre à la question, pourquoi est-ce qu'on va aux élections? Mais je suis désolé, la dialectique, ça existe. On peut marcher sur 2 pieds, en même temps dénoncer le système et amener justement ce système au bout du rouleau
par la participation aux élections. Je vous rappelle quand même que les dictatures n'organisent pas les élections pour les perdre. Mais elles ont souvent perdu après les élections, qui n'était qu'un élément tactique pour y arriver. Et tous les changements fondamentaux dans l'histoire de l'humanité, M. Manda, vous savez aussi, n'ont jamais été par des dictatures qui ont organisé les élections. Vous voyez? Donc, fustiger, comme le fait Suzanne, la position de l'opposition, qui dit en même temps que le système n'est pas bon, il va aux élections, c'est oublier que ça existe, la dialectique, Madame Suzanne Kalalobe. Ça existe. On peut marcher sur deux pieds. C'est ce qu'on appelle la dialectique du margouillard. Si je peux parler de permettez à Suzanne Kalalobe, je reste avec Anissé je vous en prie, je reste avec vous. Quels sont les moyens à votre disposition pour pouvoir implémenter cet appel? Parce que vous dites que c'est un appel qui s'adresse à tous les Camerounais. Mais vous citez un certain nombre de partis politiques qui auraient donné, même de manière informelle, leur consentement, alors que ces mêmes formations politiques sont en train d'émettre des réserves si on parcourt les journaux tels que cela a été rendu cette semaine. C'est un responsable, peu importe en réalité, Maroc. Nous avons rencontré des responsables, des élus de ces partis politiques. Ce qui compte, c'est ce qui va se passer sur le terrain. En ce qui nous concerne, nous avons dit, lorsque nous ne sommes pas présents, nous soutenons tous les autres, je dis tous les autres candidats, sauf ceux du RDPC. Et nous militons pour la défaite des candidats du RDPC. Lorsque nous nous retrouvons avec nos partenaires de l'opposition, nous allons à la compétition. Est-ce que cela ne ressemble pas à un slogan? Mais vous savez, on lance des mots d'ordre, pas des slogans. Voyez, et on est justement en campagne. Mais si vous interrogez... Mais oui, le RDPC en campagne pendant toute l'année. Tous les journaux de 13h, 17h, 18h, 20h, 21h, 22h ne cessent, les journaux nationaux de la CRTV de lire des communiqués de meeting à la Léké, partout au Bamboutos du RDPC. C'est quoi ça, mandat? C'est pas la campagne? Ce qui nous intéresse, M. Maroc, c'est que les Camerounais répondent à ce mot d'ordre populaire, à savoir que le RDPC doit être battu. Tous, tout sauf le RDPC. Je vais employer une expression. Pour chuter. Voilà. Parce que certainement, Manda va réagir. Bien sûr, bien sûr. Il va réagir. Bien, monsieur Ekane, vous pensez bien. C'est une croisade contre le RDPC. Oui, bon. Et ça vaut le coup. Ah bon? Oui. Une djihad électorale. Moi, je trouve normal que les acteurs politiques cherchent à prendre le pouvoir et ce, par le maximum de moyens et des stratégies. Maintenant, j'évalue l'efficacité politique de ces stratégies. Quand Anissé Ekane me parle de dialectique, en disant qu'il est normal de décrédibiliser un système en permanence et chaque jour et d'appeler les gens à quand même voter à l'intérieur de ce système et que ça c'est la dialectique, je dis non. Ce n'est pas ça la dialectique. La dialectique c'est quoi? C'est qu'on assume des fonctions à un moment donné dans le système et le champ politique. Si le Manidem veut avoir qu'un rôle tribunicien, il va dénoncer tous les jours. Tous les jours. Mais maintenant, la fonction du Manidem, c'est de pouvoir rassembler des voix autour de lui. Or, pour rassembler les voix, ce n'est pas que par la négative, c'est-à-dire par la dénonciation de l'autre, mais par la manière de s'affirmer, soit positivement comme l'alternative. C'est ça, la dialectique. La dialectique, c'est pas de dire le système est mauvais, j'y vais quand même. Non. La dialectique, c'est de dire le système est mauvais, voilà ce que j'offre. Et si le dispositif qui m'est proposé ne me permet pas d'accéder à ce que je veux, je n'y vais pas. Mais ça ne m'empêche pas de travailler. Voilà ce que c'est que la dialectique, si Anissé Ekane veut bien. Toutefois, quand il me dit qu'il me plaint, moi je ne le plains pas. Je trouve légitime qu'en tant qu'acteur, il soit même virulent et qu'il dise tout, sauf le RDPC. C'est un slogan, c'est un mot d'ordre. Seulement, quelle est son efficacité? Et je dirais, quelles sont les limites politiques de ce mot d'ordre? Elles proviennent du fait que le mot d'ordre n'est pas porté par une coalition structurée, mais par une myriade d'individus qui vont seuls, chacun, aux élections. Et de ce point de vue-là, le mot d'ordre, qui aurait pu être le mot d'ordre d'une alliance, où les gens auraient vu que si le Manidem n'est pas là, c'est l'alliance, ou que l'alliance est là, etc., oui, ça aurait été efficace. Une alliance formelle. Formelle, bien sûr, parce que tout le monde sait que disons que les slogans que l'on lance comme ça,
et où on espère que les gens vont quand même respecter des consignes de vote lancées comme ça, non structurées, ne sont jamais efficaces. La preuve, en 1981, il y avait eu des consignes de vote du Parti communiste pour que les gens votent Mitterrand. Or, dans les communistes, il y avait tellement des ultras qu'ils ont préféré, eux, ils ont dit tout sauf Mitterrand. Donc, il n'est pas sûr qu'en lançant un slogan comme ça contre son adversaire, slogan qu'on lance comme ça en l'air, on puisse avoir le contrôle, le retour efficace du vote dans l'urne. C'est pour ça que les gens préfèrent des alliances formelles et structurées. Charles Atangana. Oui, écoutez, je vous remercie. Je voudrais me permettre de ne pas répondre à M. Kananissé. Je respecte le public qui nous regarde et nous écoute. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, je ne vais pas répondre à cet homme politique que je respecte. Monsieur Kane, je vais plutôt vous dire ce que je disais avant que vous ne vous installiez. J'ai du respect pour le Manidem et donc pour votre famille politique. Oui, monsieur Kane, merci de me plaindre, de me battre au quotidien pour l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. J'appartiens à une génération intermédiaire. Je dis merci à M. Kananissé de me plaindre parce que je suis de ces Camerounais-là qui estiment qu'il est inadmissible que dans une démocratie, dans une république, dans une grande république comme la nôtre, eh bien, qu'on présente tous les faits sous un prisme déformant. Je dis merci à M. Kananissé de me plaindre de ce que, jour et nuit, quand je me lève, je me pose une question. La question centrale, Charles Atangana, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour être utile à ton pays, le Cameroun? Merci, M. Kananissé, de me plaindre, d'avoir des convictions pour mon pays, d'avoir des convictions pour une grande famille politique qui accompagne le président Paul Biya, qui aura donné 30 ans de sa vie politique à se battre pour que ce pays reste stable, pour que la paix reste au Cameroun. Et ayez l'obligeance aussi, messieurs, de m'écouter parce que je vous ai écouté religieusement, puisque je ne vous réponds pas, M. Kane, vous voyez bien que je ne vous réponds pas. Et donc, je dis merci de me plaindre de ce que justement, je suis modestement un maillon dans cette marée humaine qui accompagne Paul Biya dans son action politique. Je vous en prie. Donc, je termine par la Monsieur Mahop, c'est ça que je ne comprends pas souvent. Vous m'avez fait déplacer de Yaoundé. Je vous ai dit oui respectueusement avec tout ce que j'ai comme responsabilité par ailleurs. Vous me laissez parler sans répondre à M. Kane. Je vais faire le décompte de votre temps de parole à la fin de cette émission. Vous allez remarquer que vous avez parlé plus que les autres. Est-ce que vous savez que ce n'est pas élégant que vous ayez laissé M. Kane dans l'antichambre, qu'il arrive et qu'il canarde tout le monde et que quand moi je vais dire ce que je pense, vous mettez à faire ce que vous faites là. Alors vous allez me respecter et me permettre, monsieur, d'élaborer ma pensée de la manière la plus personnelle. Je ne vais vous le permettre que lorsque vous reviendrai sur le sujet. Je suis dans le sujet, cher monsieur. Et je ne fais pas le débat avec vous, vous êtes modérateur. Permettez-moi de répondre à un homme politique. Justement, je modère pour qu'à la fin qu'on retienne quelque chose et qu'on continue. Monsieur, je communique la manière la plus percutante pour qu'on retienne. Alors, vous faites obstruction à mon message, il y a un problème, monsieur Moussen Mahop. Allons-y, Charles Atangana. Je disais à mes compatriotes que je n'allais pas répondre à monsieur Kananissé parce qu'il se plaint. Il se plaint de moi, il me plaint de ce que je soutienne une action qui permet au Cameroun de rester debout. Parce qu'on voit ce qui se passe dans les autres pays africains et dans le monde. Et donc, M. Kane, je le remerciais de me plaindre de ce que je sois un de ces militants de la paix, un de ces militants d'un Cameroun grand et fort, un de ces militants de la vérité et de la véracité du fait politique. Vous n'allez pas m'empêcher, M. Mahop. Vous ne m'avez pas invité à Douala pour venir jouer à ce jeu-là. On ne me fait pas ce jeu. Donc, respectez-moi. Vous voyez, M. Kane a parlé là, étant très énervé. Moi, je vais donc être calme avec lui pour lui dire maintenant qu'au fond, de quoi parlons-nous? Le débat est un débat simple. La presse relaie-t-elle comme il faut le fait politique tel que décrypté par la Cour suprême agissant comme conseil constitutionnel, M. Mahop? C'est de cela qu'il est question, cher M. Kane. Maintenant, vous m'avez plaint aussi de ce que, avec Mme Kalalobé, j'ai bien compris quel était le problème. Le problème, c'est que la presse... Mais attendez, il y a un problème, laissez-moi dire, je suis là. Je suis par là. Mais Mme Kalalobé, dites à ce modérateur, en le remerciant, je donne de l'information. C'est une figure de style, M. Mahop, comprenez-le, vous êtes journaliste. En le remerciant, justement, je suis en train de répondre. C'est une figure de style. Mais vous utilisez une rhétorique abusive. Je termine. Permettez-nous d'avancer et puis de revenir sur le sujet. Je suis dans le sujet. Je vous ai posé une question. Je suis dans le sujet en lui disant, M. Kane, notre problème, le voici. La presse avait fait une construction à l'entame du processus électoral, en annonçant l'implosion, la destruction, la démobilisation et que sais-je encore, l'explosion du RDPC. Il n'en a rien été. Eh bien aujourd'hui, la presse, sous le prisme justement
du contentieux préélectoral annonce l'inscription sémiotique. Je termine en vous disant, monsieur Kane, vous n'êtes pas à votre première annonce. Je vous en prie. Je suis dans le sujet maintenant pour terminer. Non, je suis obligé monsieur de Kane, vous n'êtes pas je vous suis obligé de vous retirer la parole. Je suis obligé de vous retirer la parole, Charles Tangana Manda. Nous revenons. Quand monsieur Kane a parlé, vous n'avez pas retiré la parole. Prenez la parole. Je suis obligé de vous la retirer. Le front anti-RDPC. Mais c'est ça que j'allais dire. J'allais lui dire qu'il n'est pas à sa première annonce de front anti-RDPC. Vous savez, ce n'est pas gentil de me jouer ce jeu-là, monsieur Maroc. Monsieur Kane n'est pas à une première inscription anti-RDPC. Je suis convaincu que je lui souhaite bien du plaisir, donc je termine par là. Monsieur Kane, vous savez toute l'amitié que j'ai pour vous. Je souhaite bien du plaisir et pleine réussite à votre annonce complètement fantaisiste anti-RDPC. Voilà, monsieur Maroc. Je vous remercie. La dialectique kalalobienne ici est assez alarmante. En fait, quand Kalalobé veut faire un cours de dialectique à Anissé Kane, elle se prend elle-même les pieds dans son propre tapis. Et vous savez que quand il y a du flou, c'est qu'il y a du loup. Et le loup est dans la maison. Ce loup-là est du côté du RDPC. En réalité, ceux qui lisent les textes de loi dans notre pays savent qu'il ne peut pas avoir d'alliance entre partis politiques. Ce qu'il y a, c'est un appel. Et cet appel-là est fait, le front anti-RDPC. Et là, je rejoins ce que disait Anissé Kane tout à l'heure. C'est que les dictatures organisent des élections. On l'a vu en Tunisie. Et effectivement, on y va avec ses deux jambes. On y va aussi avec ses deux mains. Parfois, on est estropié. Mais on y va pour qu'à la fin, ce soit un renversement, un bouleversement. Et c'est ce bouleversement-là que nous allons vivre. Nous allons le vivre au sein du RDPC, qui a commencé à torpiller. Alors, quand Charles Atandamanda dit, quelle est véritablement la question qu'on doit se poser aujourd'hui? Ah ben bien, moi je vais vous la poser. La seule question qui vaille la peine aujourd'hui, c'est celle de savoir si le président Paul Biya, le seul à avoir reçu son mandat du peuple, va-t-il laisser ce pays debout ou alors il va nous laisser dans le chaos? C'est de cela qu'il faut... Voilà le seul débat aujourd'hui. Parce que, bien évidemment, oui, la tâche des vrais démocrates, et il y en a ici autour de cette table, et vous avez bien reparti d'ailleurs ce plateau, vous avez mis de l'autre côté là-bas ceux qui veulent le chaos. Parce que c'est eux qui ont l'appareil politique. C'est eux qui ont l'appareil politique. C'est eux qui ont l'appareil répressif. Ils ont les militaires, ils ont le Sénat, ils ont tout. Alors, mais c'est eux qui sont incapables. Permettez. Vincent Sossène-Fouda, oui. Lorsque Charles Tangana Manda parle d'appel fantaisiste, est-ce que ce n'est pas en rapport avec ce qui a eu cours par le passé, c'est-à-dire lorsque l'opposition se décide de démontrer quelques velléités de rassemblement, c'est des velléités qui n'ont jamais prospéré? Non, bien au contraire. C'est-à-dire que, et là, je voudrais aussi parler comme politologue. Je vais vous dire que ce qui se passe pour cet appel lancé par le Manidem, c'est assez simple. Les grands forats de rencontres sont de la poudre aux yeux pour les populations. Pour arriver à une alliance, c'est entre différents responsables politiques. Et ce sont ces responsables politiques. Vous avez là un ancien candidat à la présidentielle qui dit il faut battre le RDPC partout. Vous voulez que cet appel soit lancé par qui? Par les militants? Non, les militants reçoivent un appel d'ordre. Et là, ça bat en brèche ce que disait Kalalobé. Et je me souviens de la militante de Kalalobé. Aujourd'hui, la question, c'est quelle est la garantie qu'un tel appel peut être suivi? Mais parce que les gens vont s'adresser à leurs militants. C'est-à-dire que vous avez ici le président un membre du Manidem, ancien président du Manidem, qui appelle ses militants à battre le RDPC. Exactement comme Georges Marchais a fait en 81 pour battre la droite. Et là, vous avez vu au final, en 1981, contrairement à ce que vous avez dit, François Mitterrand a été élu, et je me souviens de vous encore à Rouen, avec voilà, vous avez une belle la famille Mbeng et autres. Voilà. Maintenant, je vais vous dire, en 1992, nous avons milité et, je vais dire, sérieusement encouragé la candidature de Foundi. Ce n'était pas un militant du Manidem qui était candidat à la présidence. La victoire d'un candidat du SDF le 30 septembre sera notre victoire.
La victoire d'un candidat du PUR contre le RDPC sera notre victoire. C'est le sens. Est-ce que c'est parce que le Madidem sait à l'avance qu'il va perdre? Non, pas du tout. Je dis la victoire d'un candidat du PUR contre le RDPC. Nous sommes dans la compétition et je suis sûr que les militants et sympathisants, mais en réalité, quels sont les acteurs fondamentaux? Ce sont les Camerounais. Qu'est-ce que ça représente la masse des militants de différents partis politiques? Moins d'1% de la population. Donc, en fait, les acteurs fondamentaux à qui s'adresse ce message, ce sont les Camerounais. Ce ne sont pas les membres de la hiérarchie de certains partis. Surtout, comme l'a dit Fouda, que ce genre de rencontre, de forum au sommet, a montré ses limites. Et que le Camerounais, en but à la misère, à la précarité, à la violence de ce régime, sont prêts à suivre ce genre de mot d'ordre. Je ne vous ai pas dit que nécessairement le 30 septembre, les hiérarchiques, la hiérarchie du RDPC va prendre l'avion pour aller à l'étranger. C'est pas ce que je vous ai dit. Je vous ai dit qu'on est dans un processus. Et ce processus peut avoir plusieurs formes. Je rappelle encore que c'est un grand théoricien qui avait dit que la lutte d'un peuple comprend des hauts et des bas. Ce n'est pas un processus rectiligne. Peut-être que le 30 septembre, le RDPC aura peut-être encore la majorité à l'Assemblée. Moi, j'en suis pas sûr. C'est possible. Mais ce sera une étape dans le long processus de libération de notre peuple. Suzanne Kalalobé. Je pense qu'il y a un discours un peu fataliste, ou bien c'est un discours, quelqu'un dit, bon, dans tous les cas, on arrivera quand même à gagner. C'est un peu comme les chrétiens qui pensent que l'éternité est toujours devant eux. Je pense qu'un militant politique doit évaluer à chaque étape de la lutte l'efficacité de sa méthode, de sa démarche, de sa stratégie. Et contrairement à ce que Anissé et Kane ou Sosten peuvent dire, même s'ils veulent enfermer le débat dans « eux, ce sont des héros et nous, nous sommes les traîtres », ça ne me dérange pas. Intellectuellement, on sait à quoi sert ce type de méthode. Mais si on revient sur le fond, c'est-à-dire le contenu du discours de chacun, où Anissé dit « bon, moi je fais un appel, je m'adresse à tous les Camerounais ». Ok, je dis personnellement que quand je regarde l'évolution de la construction politique, il ne suffit pas de voter contre. Il faut voter pour. Je vote contre. Pourquoi? Je vote contre parce que je sais que le pour est quelque part là et que ce pour m'assure une alternative. Et je maintiens que le seul discours tribunicien de dénonciation a discrédité l'opposition comme étant une alternative possible. Parce que quand on est une alternative, on doit toujours avoir des solutions. Et ce discours-là, j'en doute. Maintenant, Sosten dit « Oh, mais de toute façon, l'Alliance, c'est un appel pour le peuple. » Je suis bien contente qu'ils s'entendent aujourd'hui et qu'ils le disent aujourd'hui. Mais pourquoi n'ont-ils pas pensé à cette priorité avant? C'est-à-dire, pour battre Biya, ils étaient obligés de faire un front commun. Pourquoi à 30 jours ou 15 jours de l'élection, on lance un appel comme ça, totalement informel? Personne ne sait. On veut me faire croire que c'est possible. Alors, je vais finir, monsieur Sosten. D'abord, Sosten, moi, je n'habite pas à Rouen. Peut-être qu'il m'a rencontré à Rouen un temps de passage. Mais pour revenir, ce que je disais de l'élection de Mitterrand, pour dire que tout le monde n'a pas la discipline de vote. Si tu veux, quand on laisse aux gens leur seule conscience, on n'est pas sûr de l'efficacité. Et la victoire de la gauche à l'époque, ce n'est pas le mot d'ordre de Marchais. C'est qu'il y avait une construction du mouvement social tel que, et un contrôle de l'électorat tel que, même s'il y avait des dissidents qui refusaient de voter Mitterrand, ils l'auraient quand même fait. Vous voyez, voilà, en plus, m'a refusé la parole. Ah, c'est parce que nous sommes les diables. Merci, vraiment. J'espère qu'on va aller le plus rapidement possible pour refermer le sujet. Allons-y. Non, mais écoutez, moi je pense que Mme Kalalobé, qui est une de nos compatriotes des plus brillantes en matière de communication dans ce pays, Madame, je voulais vous rendre hommage. Vous savez, n'en déplaise à quelques aboyeurs, à quelques, si vous voulez, professionnels de l'intoxication, de la manipulation des consciences, Mme Kalalobé, les Camerounais savent qui est Charlotte Ganamanda et qui vous êtes, chers compatriotes, qui vous êtes. C'est-à-dire qu'une dame de référence. Je vais vous le dire ici, j'ai envie de dire à ciel ouvert. Et dès que j'ai dit cela, modestement, je pense que l'affaire se joue simplement au frontispice, justement, de celui qui tient le peuple. Le RDPC, je salue, n'est-ce pas, cette alliance de façade. D'ailleurs, M. Kananissé, j'ai envie de lui dire, parce que comme M. Sosten distribue les points, les bons points, non, mais attendez, tout le monde voit sur cette
depuis que nous sommes rentrés dans ce studio d'Equinox Télévision, qui a un appel au chaos, qui veut détruire tout le monde, qui dit du mensonge sur les autres. Les Camerounais, nos compatriotes, je les prends à témoin. Et je voudrais dire ce que je pense. Je pense que mon pays doit rester fort. Je pense que le Cameroun, les Camerounais ont besoin de paix, de tranquillité. Je suis tellement confiant et serein. J'appartiens à une famille politique, le RDPC, qui a le maximum de militants. C'est le seul parti. Mais laissez-moi quand je vais parler. Quel est le problème, monsieur Mao? Le temps court. Non, le temps ne court pas quand je parle. Monsieur, je vais terminer ce que j'ai à dire. Vous me laisserez terminer. Plus concis, monsieur je suis en train de dire à monsieur Kananissé que c'est bien, mais vous n'irez pas loin, puisque sur ce plateau, monsieur Sosten, Vincent Fouda n'a aucun militant. Le PUR, c'est un machin. Et donc, j'espère que vous trouverez d'autres présidents de partis politiques avec qui vous alliez. Le RDPC est serein. Je dis la vérité aux Camerounais. C'est le seul parti qui a des militants dans les grandes villes, les villes moyennes, les petites, dans le plus lointain des hameaux. Et ce parti est structuré et tient ses militants. Et aujourd'hui, le message est simple. Nous sortons des investitures. Nous nous plions aux décisions du Conseil constitutionnel qui agit à travers la Cour suprême du Cameroun. Le RDPC, comme parti citoyen et républicain, s'aligne et respecte les institutions de la République. Maintenant, les jours politiques, M. Canon va rentrer en campagne. On verra si votre message prospérera. Permettez-moi d'interférer, Vincent Sosen-Fouda. Je voudrais dire que le peuple camerounais entend comment il est traité. C'est rien, c'est un machin, tout ça. Voilà le discours dominant. Le PUR, ce n'est pas le peuple camerounais, monsieur Fouda. Voilà le discours dominant. Vous n'avez aucun militant, c'est la vérité. Anissé Ekane a dit tout à l'heure que les militants de partis politiques, c'est à peine 1% de la population. Et que nous nous adressons au peuple camerounais, lui qui est traité donc de machin, lui qui est traité... C'est le PUR qui est traité de machin. Je voudrais mettre ça plus profond dans la tête de Mme Suzanne Kalalobé. Parce qu'en réalité, ce qu'elle est en train de faire n'est pas correct intellectuellement. Elle sait que notre loi fondamentale interdit toute alliance. Et l'opposition aujourd'hui appelle unanimement à faire barrage au RDPC parce que le vote sanction, voter contre, pour employer votre expression, c'est un programme politique. C'est-à-dire qu'il faut éviter que ceux qui empêchent toute alternance politique dans notre pays continue à le faire, continue à prospérer. C'est de cela qu'il s'agit. Bon, on n'est pas encore en campagne Oui, électorale. en 1990, lorsque nous avions été arrêtés avec Yondo et consorts, c'est le même discours que Manda vient de répéter. Les pêcheurs en eau trouble, les oiseaux de mauvaise augure, les agitateurs, etc. Sauf que nous avons rendu service à ce pays en amenant le pluralisme politique au moins. Vous voyez, la défaite du RDPC sera salutaire pour ce pays. Parce qu'elle va permettre à ce que on débarrasse un peu, c'est quelque chose, du plancher, un certain nombre de soi-disant dirigeants du RDPC, mais en fait qui sont des fémins en politique. Cette défaite du RDPC sera salutaire même au RDPC, parce que ce sont les partis démocratiques qui font un pays démocratique. Pour le moment, le RDPC n'en est pas un. Vous le savez bien, M. Manda. Donc, en permettant que le candidat investi par le haut, imposé par le haut, soit battu, on rendra un service sérieux à votre parti, M. Manda. Il sera même salutaire au chef de l'État, s'il le veut, parce que ça va lui permettre de faire encore plus de ménage avant que le grand ménage ne soit fait. Je vais finir en disant, M. Manda, la violence, c'est dans les hôpitaux, là où les gens meurent pour 1000 francs. La violence, c'est les Camerounais qui sont dans la misère, la pauvreté, la précarité, qui meurent de choléra en 2013, oui, qui meurent de diphtérie. Voilà la violence. Ce n'est pas demander aux Camerounais de sanctionner le RDPC. D'autant plus qu'on parle aux Camerounais, y compris ceux qui ont déjà voté pour le RDPC, y compris les militants lésés par les investitures du sommet. Voilà le discours. Bon, je vous propose de refermer ce plateau avec cette actualité sur laquelle la presse est revenue abondamment, cette attaque du poste frontière à l'est du Cameroun qui a coûté la vie à un officier de police camerounaise, Félix Ngando Dalé. Nous adressons beaucoup de courage à sa famille si durement éprouvée en ce moment. Mutation, le quotidien Mutation, Suzanne Kalalobé est resté très dubitatif sur la question de la fermeture et surtout l'autorité qui a ordonné la fermeture de la frontière entre le Cameroun et la Centrafrique à l'est du pays. Après cet événement triste, le quotidien Mutation a su que le gouverneur de la région de l'est du Cameroun assume qu'une décision qui vient du haut. Est-ce que vous pensez que le débat ainsi soulevé dans la presse est opportun au moment où on déplore un incident comme celui-là?
il est un peu opportuniste, mais pas opportun. Mais par contre, pour ne pas trop revenir sur la question, je pense que ce qui se passe à la frontière, on a discuté de ces questions il y a combien de temps? À propos de Limbe, quand il y a eu les attaques, etc., où on disait que le Cameroun doit réfléchir à la manière de préserver ses frontières avec cette nouvelle donne que sont les guerres du djihad, de Al-Qaïda, etc. Et que le dispositif sécuritaire ne doit plus être simplement un dispositif de prévention, mais véritablement, je dirais presque un dispositif de guerre. Après l'enlèvement des otages, bref, il y a un bouleversement de la donne actuelle qui fait qu'on ne peut plus garder les frontières avec simplement des simples gardes-côtes. Maintenant, que la presse, une fois de plus, reste dans la contingence, parce qu'il faut qu'elle fasse de l'agitation, c'est dommage, parce qu'il y a mort d'homme, et que quand il y a mort d'homme, la seule question, c'est pas seulement de pointer du doigt les responsables ponctuels, mais de voir sur le long terme quelles doivent être les solutions à mettre en œuvre. Bon, elle le fait pas en politique, c'est pas ici qu'elle le fera. C'est tout ce que comment est-ce que vous comprenez la démarche du gouvernement camerounais à travers le ministre de la Communication qui a effacé tout soupçon d'un incident diplomatique? Non, moi je pense qu'il faut raison garder. Les Centrafricains, c'est quand même des Africains. Et il y a des peuples qui habitent d'un côté ou de l'autre de la frontière. Je ne pense pas qu'on doit déclarer la guerre à la Centrafrique parce qu'il y a eu un incident isolé du fait d'un responsable des forces de l'ordre qui n'a pas voulu en réalité se soumettre au contrôle des autorités policières camerounaises. Moi, je pense que c'est embêtant parce qu'il y a un mort d'homme. Mais je crois que si on est pour la constitution de la sous-région, pour la consolidation de nos États en sous-région, avec la sortie heureuse peut-être maintenant du passeport biométrique de la CEMAC, je crois qu'il faut raison garder. Il faut que les autorités camerounaises essaient de faire un effort par rapport à la présence d'éléments plus nombreux. Parce qu'en réalité, c'est ça. Le nombre d'éléments à une frontière dissuade ce genre d'agression. Je crois que le policier camerounais devait être assez isolé par rapport à la meute des Centrafricains. Ce sont des mesures préventives qu'il faut prendre, mais je pense qu'il faut raison garder par rapport à l'habillement de la situation. Oui, c'est quoi la question? Vous êtes hors du plateau déjà. Ben écoutez, vous ne faites rien. La réaction. Vous ne faites rien pour respecter certains de vos invités. Vous voulez des invités qui sont contre le pays. Pourquoi est-ce que vous revenez Je vous plains, mais je vous respecte, Manda. La réaction du gouvernement camerounais par rapport à la gestion de cet incident. Écoutez, je voudrais m'en tenir à deux indications officielles. Vous avez dit le ministre de la Communication a déclaré escalité en tant que porte-parole du gouvernement qu'il n'y a pas d'incident diplomatique entre le Cameroun et la RCA, c'est le cas. Mais j'aurais souhaité que vous ne présentiez pas l'affaire de cette façon. Moi, je voudrais que vous me permettiez de commencer par présenter mes condoléances les plus émues et toute ma compassion la plus profonde. À la famille, l'officier de police, notre compatriote qui est décédé s'appelle Ngando Félix. C'est ça qu'il faut faire, M. Maroc. Donc, je dis, c'est un compatriote qui est tombé. À l'entame dans tous les cas. Ce compatriote-là, comme Camerounais complètement, je ne suis pas, personnellement, je suis très touché que des gens viennent d'un pays voisin pour venir attenter à la vie d'un des nôtres. Mais il n'y a pas eu jusqu'à date d'incident diplomatique de quelque nature que ce soit. Le gouvernement de la République, à travers l'acte officiel pris par le gouvernement de la région de l'Est, après un acte conservatoire, et le ministre de la Communication l'a suffisamment indiqué. Maintenant, il faudrait souhaiter simplement, parce que vous savez, quand vous avez un voisin qui a des perturbations et qui a mal, pour ainsi dire, dans son vécu, cela est de nature à vous mettre quand même en alerte. Et je crois qu'il est de bon ton que le Cameroun en vienne à sécuriser sa frontière tout au long, justement, de la ligne, n'est-ce pas, de franchissement avec ce pays voisin, frère et ami. Et je crois sur ce plan, même dans des grandes démocraties libérales comme la France, l'Amérique, les États-Unis, la Grande-Bretagne, je veux dire, eh bien, il y a quand même des sujets sur lesquels on ne doit pas polémiquer. Il y a un officier de police n'est-ce pas, de la force publique camerounaise qui est tombé
trucidé par des éléments venus d'un pays voisin. Le gouvernement prend des mesures conservatoires. Si un journal en vient à créer de la polémique, il vaut mieux ne pas suivre ce journal-là. Moi, je m'en tiens à ce qui est, c'est que notre pays doit rester un pays sécurisé et le gouvernement fait ce qu'il faut faire. Dans tous les cas, c'est votre avis et ça compte. Et mon avis compte, justement. Sosen Fouda pour refermer le plateau. C'est un drame qu'il faut condamner et le gouverneur a posé un acte que nous saluons. Nous le saluons d'autant plus que nous-mêmes, en tant que Camerounais, nous sommes conscients de la porosité de cette frontière. Il faudrait peut-être que dans les réformes qui vont suivre au sein de l'armée camerounaise, que l'on ait une armée de métier. C'est parce que nous aurons su avoir une armée de métier que l'on évitera ce genre de drame. Permettez que j'achève tout simplement par là. Je voudrais saluer la mémoire d'une jeune femme qui est tombée à l'immeuble Shell à Yaoundé, simplement parce qu'elle venait vendre à manger, et puis elle s'appelait Élise, et elle a servi un plat qui coûte 600 francs, et son agresseur lui a remis un billet de 1000 francs. Elle a remboursé les 400 francs, et malheureusement, elle a été violentée par ce monsieur, et elle est décédée. Je salue aussi sa mémoire ici. C'est bien dommage. Madame, merci. Messieurs qui avez accepté ce rendez-vous, merci de nous avoir prêté de votre temps et de votre science. Madame, monsieur, vous qui nous avez suivis, merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur les programmes d'Equinox Télévision. Je vous retrouve dimanche lorsqu'il sera 12h. Au revoir. C'est fini.